Déjà tout petit, certains en rêvent, monter un jour sur l'un des gros camions rouges, devenir l'un de ces hommes qui interviennent au besoin pour porter secours. Pendant une quinzaine de jours, caméra au point, j'ai suivi ces volontaires du centre de secours de Niederbronn-les-Bains dans leur mission de protection des biens et des personnes. Avec cette enquête, vous découvrirez la réalité d'une profession aujourd'hui en pleine mutation. 7h15, le bip retentit. Pour les 9 pompiers en astreinte, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, cela annonce un départ. L'alerte, un feu de cheminée. Et quand on est sapeur-pompier et que l'on s'apprête à partir pour l'urgence, cela ne s'improvise pas. On fonctionne beaucoup avec des gestes réflexes qui font que le départ, on n'y pense même plus à force, quoi. Pour les 88 personnels qui composent aujourd'hui cette unité territoriale, leurs sorties battent au rythme du bip. Avant chaque départ, le sapeur-pompier est informé par celui-ci du caractère de l'intervention. Cela lui permet de s'équiper avec le matériel adéquat. En cette période de l'année, ils sont souvent sollicités pour des feux de cheminée, une dizaine en 15 jours lors de mon tournage. Mais dans 65% des cas, leur sortie concerne un autre genre d'intervention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toutes les 10 secondes, les sapeurs-pompiers interviennent pour vous porter secours. Le secours à personne, une évolution du métier qui impose aujourd'hui aux pompiers une véritable compétence dans ce domaine. Pour le chef de corps, dont l'activité depuis 1981 et à la tête actuellement de cette unité, aux oubliettes les vieux clichés qui présentaient autrefois le pompier uniquement au soldat du feu. Le sapeur-pompier qui était un soldat du feu aujourd'hui en fait est devenu un technicien du risque, mais principalement je dirais un paramédical, un paramédical dans les gestes en fait, on lui demande de plus en plus de technicité. Une technicité employée pour tous les types d'interventions. 170 heures de formation sont nécessaires avant de sortir pour la première fois sur le terrain. Un travail obligatoire face à ce qui va attendre le pompier par la suite. Comme sur cette image où il a fallu enlever le chapeau de cette cheminée pour éviter des dégâts supplémentaires. Une opération qui à première vue peut paraître simple, mais qui demande un véritable apprentissage. Direction à présent le centre hospitalier de Haguenau. Il est 22h, ici travaille au service des urgences et du SAMU Jean-Philippe, 36 ans, pompier volontaire depuis l'âge de 11 ans. Et après l'expérience du service militaire effectué au cœur des sapeurs-pompiers de Paris, il est aujourd'hui, et après de nombreuses formations à l'appui, adjudant-chef. Et les difficultés de sa vocation, il les connaît bien. Quand vous avez mis votre vie en danger, mais c'est surtout principalement les enfants. Parce que... Savoir gérer certaines situations n'est pas toujours évident, comme le témoigne son interview. Mais de retour à la caserne, dans certains cas, il y a l'après-intervention. Quand on vit des interventions difficiles, la plupart du temps, ce qu'on fait, déjà, on va rester ensemble un bon bout de temps, reconditionner tranquillement le matériel, boire un café, essayer de se désaltérer. Puis ce qu'on va effectuer, c'est ce qu'on appelle un débriefing. C'est tout simplement donner la parole à chacun des intervenants pour qu'il puisse exprimer son ressenti sur l'intervention. Après, dans un second temps, en fonction de la difficulté de l'intervention, on a entre autres 2 médecins qui sont sur Niederbronn, qu'on peut contacter de jour comme de nuit et qui peuvent, eux, également apporter un soutien psychologique aux intervenants, quoi. Néanmoins, certaines images sont difficiles à évacuer. Cette situation est arrivée à Christelle, employée au service technique de la ville de Niederbronn-les-Bains. Elle fait partie des 10% de femmes que compte le centre de secours aujourd'hui. De devoir intervenir sur quelqu'un que vous connaissez et dont vous ne pouvez plus rien faire, ça c'est dur. Ça vous est arrivé? Ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, mais bon, on est obligé de faire avec. Et ce qui est plus dur, c'est l'après. Parce que vous avez des images, et lié par le secret professionnel, quand vous ne pouvez rien dire, il faut savoir, entre guillemets, oublier. Et ça, c'est dur.
Âgée de 33 ans, c'est à 18 ans qu'elle rejoint les pompiers. Pour cette femme issue d'une famille où certains membres le sont également, exercer professionnellement cette vocation était un souhait. Il y a quelques années, elle s'y lançait en passant le concours qui lui aurait permis de devenir marin-pompier. Malheureusement, une femme chez les pompiers à l'époque, ce n'était pas d'actualité, me confiera-t-elle. Un épisode qui ne l'a pas empêché d'exercer pour autant sa vocation. D'ailleurs, ses compétences, elle les met bien volontiers au service de ses collègues de travail. Dans sa vie professionnelle, elle forme régulièrement le personnel de la ville aux gestes de premier secours. Pour une femme, entre guillemets, ce qui est difficile, il y a du physique, c'est sûr, mais on assume parce qu'on a faut avoir une telle mentalité quand on travaille qu'on arrive à se surpasser. Retour au centre de secours. Afin d'être plus efficace et de partir dans la minute en cas d'appel pour secours à personne, en semaine se tient du lundi au samedi de 7h à 19h la garde. Effectif de celle-ci, 3 personnes. Et quand il n'y a pas d'urgence, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de programme. Dans le garage, place à l'inventaire du contenu des véhicules. En cas de départ, tout doit être OK. Pour une meilleure efficacité du secours, avoir connaissance de l'équipement de l'engin fait partie intégrante d'une bonne intervention. Dans notre formation, on assiste en fait le médecin. Souvent, donc, on fait notre secourisme de base, on a des gestes de secours qu'on est habilité à faire. Par contre, on a aussi on a une aide au médecin, quoi. Sur un plan plus personnel, la garde s'avère être un bon moyen pour le pompier de maintenir sa condition physique. 1 heure de sport est normalement obligatoire sur les 12 heures de service. Pendant une garde, c'est très aléatoire. Alors parfois, on passe peu de temps à la caserne parce que voilà, les interventions s'enchaînent. Parfois, il n'y a aucune intervention toute la journée, on s'occupe. Et pour s'occuper, rien de mieux qu'un petit cours de formation. Chez les pompiers, cette partie a toute son importance. Chaque sapeur-pompier a une formation, a des acquis. Tout au long de l'année, il faut les maintenir, quoi. Et puis la garde est une bonne occasion pour justement maintenir ses acquis. Des formations qui franchissent régulièrement les frontières de l'unité. Ces photos illustrent le stage Feu de forêt réalisé fin août sur le canton, conjointement avec des hommes de Niederbronn, d'Agno et Brumath. Midi, nouvelle alerte pour les pompiers. Il s'agit cette fois-ci d'un accrochage entre plusieurs véhicules en pleine agglomération. Heureusement, sans gravité. Sur place, néanmoins, et à l'écoute de l'appel, c'est tout le dispositif secours routier qui engage de nombreux personnels qui est déployé. De la petite à la grande intervention, l'expérience du terrain fait toute la richesse de ces hommes. Chaque intervention est particulière et unique en plus, donc les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont bonnes à prendre, quoi, et on en grandit. Ouais, de toute façon, je monte à ta hauteur, là, je vais voir le conduire. En plus, on apprend énormément sur soi-même, on fait beaucoup de rencontres et les gens nous rendent bien la plupart du temps. Pour l'entourage, vivre aux côtés d'un pompier demande un certain sacrifice. J'ai une épouse qui, dès le départ, a accepté le fait que je sois pompier à côté et donc a épousé un peu la cause, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai que son soutien au quotidien est indéniable. Pour nous ici, ce n'est qu'une semaine par mois, donc on la gère et puis on fait avec. Parce qu'on peut très bien en avoir besoin un jour chez soi, et c'est comme ça que je leur fais comprendre. Un pompier en mission qui a donné son astreinte en disponibilité ou sa garde est normalement sous pression pour intervenir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Pour gérer au mieux les différentes gardes et astreintes, chacun doit fournir ses disponibilités. En fonction de celles-ci et après validation des supérieurs, l'intéressé devra respecter son engagement. Après tout décroché 18, un sapeur-pompier doit se présenter à votre domicile moins de 20 minutes après. Donc voilà le délai légal pour la zone rurale. Derrière ça, je dirais il y a une série, aujourd'hui le devoir de moyens que nous avons se transforme en devoir de résultat. Pour pouvoir assurer correctement ses missions tout au long de l'année, l'ensemble de l'effectif du centre de secours se relaie. Ainsi, certains pompiers des sections voisines viennent renforcer l'équipe. Et tout commence par une mise au point du matériel. Voilà, donc c'est tout ce que fait de ce côté. Comme il va prendre des astreintes et des gardes au niveau du centre de secours, donc pour qu'ils sachent les engins, comment ils sont rangés et tout. La régule, quand tu l'enclenches, lui doit être à 0. Parce que si maintenant on est déjà plus que lui, il ne va pas prendre. Et en plus, il est conducteur poids lourd, donc je lui ai aussi montré un peu la pompe, tout ce qui est fonctionnement de l'engin, voilà.
Avec le transfert progressif des sections vers les centres de secours, de nombreux bouleversements règnent aujourd'hui au sein des rangs. Derrière ce regroupement, une institution, le service départemental d'incendie et de secours. Sa mission viserait à optimiser les moyens et la charge de travail des personnels. Les pompiers veulent sortir sur des camions rouges en permanence, donc c'est des gars, c'est des sapeurs-pompiers qui réussissent à s'épanouir au jour d'aujourd'hui par ces voies-là. D'un autre côté, nous faisons des économies d'échelle sur le matériel, et l'homme est véritablement adapté à sa mission, Donc derrière, il y a de multiples avantages à ces regroupements. Mais alors, que deviennent certains centres de première intervention, les CPI, situés au cœur des communes? À Zinswiller, on a trouvé la solution. Après le transfert d'une bonne partie du matériel vers Niederbronn et la récupération de l'ancien dépôt par le SDIS, la commune a réaménagé l'une des parties en un atelier municipal, en conservant tout de même le véhicule de liaison qui permet pour les deux pompiers que compte la commune de rejoindre rapidement l'unité de Niederbronn en cas d'appel. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la caserne, là je suis à côté de l'armoire des deux rescapés, si on peut dire, si on peut appeler ça ainsi. Sur la quinzaine de pompiers encore actifs en 2007, l'aptitude physique, la formation, la santé ou les raisons personnelles auront été les critères de cette réduction d'effectifs. À terme, je dirais peut-être même à court terme, je crois le pompier, ce sera un métier à part, Des pompiers professionnels sur notre territoire, peut-être, mais pour le chef de corps, dans certaines conditions. Le jour où les sapeurs-pompiers volontaires ne pourront plus pallier à ces carences, le service départemental d'incendie et de secours trouvera les solutions. Donc que ce soit par cette voie-là ou une autre, mais des solutions sont trouvées dans tous les cas afin que les secours soient distribués. Le sapeur-pompier est avant tout volontaire, mais depuis un décret sorti en décembre 1999, il bénéficie aussi d'une indemnité. Le volontariat lui donne une indemnité liée à la tâche accomplie. Indemnité forfaitaire, je ne peux pas dire symbolique, disons, mais on ne va pas faire un deuxième salaire ou plus aux sapeurs-pompiers. Ça reste véritablement encore quelque part dans un cadre tout de même de pseudo-volontariat bénévolat. Et à l'arrière, la relève se prépare avec les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Ces dernières semaines, très actifs auprès de la population avec la vente des calendriers et des appels aux dons pour le Téléthon. D'après nos informations, au niveau des statistiques nationales, un JSP sur 3 intégrerait par la suite la fonction de sapeur-pompier volontaire. Et quand on commence jeune cette activité, cela pourrait faciliter plus tard le côté formation. Il y a des acquis et des prérequis qui lui permettront d'être dispensé de certaines unités de valeur de la formation initiale d'application. Donc ça également, c'est un plus. On va former progressivement, c'est une progression. On ne peut pas emmener un jeune sapeur-pompier voir immédiatement des images délicates et difficiles que vous avez peut-être l'habitude de voir à la télé, mais là, ce n'est pas la télé, c'est du direct. Et le direct, les sapeurs-pompiers doivent être face à leurs responsabilités par rapport à leur formation. Formation plus discipline égale succès en intervention. Christelle, Julien, Jean-Philippe, ils sont nombreux chaque jour prêts à vous porter secours. Leur volonté de chaque instant est peut-être la vôtre. Alors notez que si vous êtes âgé de moins de 45 ans et que vous êtes par nature sportif, le centre de secours de Niederbronn recrute tout au long de l'année. Au sommaire des actus de la semaine, présentation d'un métier pas toujours reconnu, celui d'assistante maternelle, de nouvelles illuminations de Noël à Niederbronn, mais tout de suite une initiative originale à Mittesheim. L'entreprise Refalsa, productrice du Réfort alsacien, a choisi il y a 2 ans de se diversifier en rachetant la dernière moutarderie d'Alsace, Allelor. La production de graines de moutarde n'existant plus en France, comme la plupart des moutarderies françaises, Allelor Refalsa dépend du Canada pour l'importation de ces graines. Face à cette dépendance, la société fait le pari de mettre en culture de la graine de moutarde autour de Mittesheim.
Explication. La genèse du projet pour réintroduire les graines est venue tout simplement de, on va dire, la crise mondiale. Alors, on se dit, mais Mitesheim, la crise mondiale, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Pourquoi? Parce que la moutarde, en fait, quelque part, est indexée auprès du colza, qui lui-même est indexé auprès du pétrole. Ça veut dire que quand on est en manque de pétrole, on va prendre du colza, vous savez, pour faire ces fameux nouveaux biocarburants. Mais pour planter du colza, il faut les chercher sur les terres de la moutarde. Donc nous, qui dépendons du Canada, eh bien, on est pieds et mains liés avec des prix qui n'en finissent pas d'augmenter, avec des graines qui viennent de plus en plus loin, donc ce n'était pas possible. Le ministère et la Chambre d'agriculture du Bas-Rhin se sont montrés intéressés par cette proposition. L'Alsace renouerait avec une tradition disparue et les agriculteurs disposeraient d'une possibilité nouvelle de diversification. La culture de la moutarde présente en outre quelques petits avantages. La moutarde a cette particularité de capter les nitrates dans le sol. C'est ce qu'on appelle un engrais vert. Donc finalement, ça peut être intéressant. Il fallait juste que techniquement, on valide que le rendement soit là, que la productivité était là. Donc c'est ce que nous avons fait depuis 2 ans. Nous avons sélectionné les graines, chacune des espèces. Nous avons choisi des sols pour essayer de faire les plantations et nous avons fait la récolte pour faire le rendement. Il se trouve que là, il n'y a pas longtemps, donc nous avons eu la dernière réunion qui nous a montré qu'effectivement, on était en bonne voie. Donc l'année prochaine, on réitère, mais sur des volumes beaucoup plus importants. La phase de test se terminant donc avec succès pour la société Allelor et Falza, l'objectif 2009 est de produire une 20aine de tonnes de graines sur 10 hectares. Et le choix des terres a ici toute son importance. Ça va être réparti autour de Mitesheim, puisque vous le savez peut-être, nous sommes sur des terres assez caractérisées, c'est-à-dire avec des limons très fins, mais assez calcaires. Donc ça, c'est la terre idéale pour la moutarde. Comme c'est la terre idéale pour le réfort au demeurant. Donc c'est pas neutre, c'est pas par chauvinisme qu'une fois de plus on veut le faire autour de Mitesheim. Un projet ambitieux, mais mené avec confiance par ces différents acteurs, tout en ayant conscience des difficultés économiques que peut réserver l'année 2009. En levant un petit peu la tête et en se disant qu'est-ce qui va profiler dans les années à venir, on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui vont arriver, les taxes carbone, des tas de choses qui vont alourdir considérablement nos charges. Donc l'idée c'était de dire non, maintenant on va essayer de produire, de stabiliser des prix, de garantir une filière, de monter une filière et donc d'avoir ce partenariat que l'on fait déjà dans le réfort avec les agriculteurs. Et si tout se passe bien, les premiers pots de moutarde entièrement fabriqués en Alsace seront commercialisés dès le mois de septembre prochain. À l'arrivée d'un enfant, la recherche d'un mode de garde s'impose souvent comme une nécessité pour les parents. Aux accueils collectifs, une alternative personnalisée existe, l'assistante maternelle. L'assistante maternelle se doit d'être agréée, c'est-à-dire reconnue comme apte à exercer son métier, suite à un entretien avec une puéricultrice de secteur. Alors, dans un premier temps, la puéricultrice va évaluer la disponibilité de l'assistante maternelle, ses capacités organisationnelles et son adaptation à des situations variées. Elle va vérifier aussi si elle dispose de connaissances nécessaires dans le domaine de la petite enfance et aussi ses aptitudes relationnelles et ses aptitudes à la communication. Le candidat doit également disposer d'un logement qui permet d'assurer la santé et la sécurité ainsi que le bien-être de l'enfant. Depuis 2007, une formation de 120 heures, financée par le Conseil général, est obligatoire suite à l'obtention de l'agrément. Une avancée vers la professionnalisation de cette activité. Je pense qu'on ne peut plus parler, comme il y a quelques années, de la nounou, de la nourrice, de la tati, qui était la personne qui était là juste pour garder les enfants. Là, je veux dire, ce sont des véritables professionnels qui ont une interrogation face à l'enfant, qui ont une interrogation face à leur, directive d'employé par rapport à l'employeur. Je veux dire, elles sont à même de faire des contrats de travail, elles sont à même de mettre en place des plannings. Je veux dire, c'est quand même une profession à part entière. Le canton de Niederbronn compte environ 150 assistantes maternelles agréées, un chiffre encore insuffisant face à une demande croissante de la prise en charge de très jeunes enfants. Elisabeth Amann est assistante maternelle. Elle a choisi son métier par passion et pour des raisons pratiques. Elle nous livre son expérience. J'aime bien être au contact des enfants. C'est vrai qu'ils vous apportent quand même beaucoup de choses. C'est un travail très varié. Deux journées ne se ressemblent pas. On ne gagne pas énormément. C'est vrai que les gens auront tendance à dire oui, mais bon, vous êtes à la maison. Ça, c'est vrai, je veux dire.
Comme dit, je suis là quand mes filles rentrent de l'école. Moi-même, je suis maman de 2 filles. Donc il y a cet avantage-là. Outre des qualités pédagogiques et relationnelles, la profession exige de savoir s'adapter aux différentes demandes des employeurs et de pouvoir faire face aux imprévus. Il y a toujours l'incertitude aussi, parce que bon, je veux dire, une maman peut venir, vous gardez 2 enfants, on peut dire une maman est enceinte, elle ne vous ramènera plus les enfants parce que bon, elle va rester à la maison, il y a les congés parentaux, ainsi de suite. Je veux dire, c'est un travail, on n'est quand même pas tellement sûr du lendemain. Dans le cadre de la communauté des communes, le relais des assistantes maternelles a pour objectif d'accompagner ces professionnels de l'enfance, de répondre à leurs interrogations et de rompre leur isolement. Des activités collectives sont alors organisées régulièrement, auxquelles elles peuvent participer avec les enfants qu'elles ont à charge. Pour en savoir plus sur ce métier, une réunion d'information aura lieu le mardi 20 janvier à 19h30 à la communauté des communes. Et pour terminer ce journal, clin d'œil aux nouvelles illuminations de la ville de Niederbronn-les-Bains, budget d'investissement 30 000 €, mais l'intérêt de ce changement le voici, une nouvelle technologie d'éclairage à LED qui produit 7 fois moins de consommation d'énergie que l'ampoule classique. Au final, 1 tonne de CO2 de rejet en moins, un bon geste pour la planète qui s'inscrit dans le projet de ville qui devrait être l'année prochaine élargi à la 4e tranche du chantier. Des illuminations visibles jusqu'à début janvier dans les rues commerçantes de la ville et place des Thermes.